The panelists are taking their seat. Mesdames et messieurs, si les panélistes pouvaient reprendre leur siège. He was here. If all panelists can take... Si les panélistes pouvaient prendre leur siège, s'il vous plaît, merci. Thank you so much. My name is Alicia Aureli. Je suis Alicia Aureli. Je suis l'une des membres du secrétariat du programme hydrologique intergouvernemental et je suis directrice de la section sur les ressources en eau souterraine et la coopération dans la division des sciences de l'eau. C'est un grand plaisir pour moi aujourd'hui de modérer un panel sur la science et les politiques. Ce matin, comme nous l'avons entendu, la question principale, c'est de voir comment passer de la science à l'action. Et comme nous l'avons déjà entendu il y a 20 ans, les scientifiques avaient déjà alerté, mais aucune action n'avait été entreprise. Et nous, tous scientifiques, sommes préoccupés. Nous voulons en fait comprendre comment notre science peut influencer les politiques. Et donc, j'ai aussi le plaisir de modérer cette discussion aujourd'hui avec des scientifiques de haut niveau pour répondre à quelques questions, pour partager aussi des idées qui permettront d'approfondir ce sujet. Donc, il s'agit d'un panel de haut niveau et j'ai le plaisir de vous annoncer que nous accueillons aujourd'hui Madame Aki Sabari, qui était ministre de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche en Tunisie, Madame Janine Mosaoui, qui était chargée de mission au ministère fédéral allemand de l'Environnement, de la protection de la nature et de la sécurité nucléaire. Elle est présente en ligne avec nous. Il y a aussi Andras, je crois que nous n'avons pas besoin de le présenter de nouveau. Il y a aussi M. Tom Shaw, qui est directeur de l'Association internationale d'ingénierie et de recherche en hydro-environnement, l'IAHR. M. Éric Tardieu, qui est secrétaire permanent de l'organisation de bassin. Il y a aussi d'autres personnes qui sont présentes en ligne. Et M. Jean-Michel Martinez, de l'Institut de recherche nationale pour le développement durable, également présent en ligne. M. Hamburg est aussi professeur de l'Université de l'Arizona et ancien vice-président de l'ONU-Eau. Et enfin, nous accueillons son Excellence M. Hans Wesseling, ambassadeur et délégué plénipotentiaire des Pays-Bas à l'UNESCO. Et il y a aussi M. Amr Morsi, qui est conseiller et délégué permanent de l'Égypte auprès de l'UNESCO. Donc, ma première question sera pour M. Tardieu, Thompson et... Donc, considérons pour vous quels sont les liens essentiels entre science et politique qu'il faut étudier pour contribuer à la mise en œuvre des ODD. Monsieur Tardieu, c'est à vous la parole. Merci, chère Alice, pour l'invitation à partager la vision et les priorités de l'IWRA
Nous avons eu le rappel, il y a quelques instants, de la complexité des relations entre la santé, les écosystèmes, l'énergie, l'agriculture, parmi tant d'autres, au cœur desquels l'eau et la gestion des ressources en eau se situent. Et donc il est peut-être important d'avoir en tête que les solutions pour bien réagir viennent du secteur de l'eau, bien entendu, mais éventuellement d'autres secteurs, et que c'est essentiel pour pouvoir rapidement répondre à des crises, comme nous en avons connu ces dernières années, en termes de pandémie, en termes d'impact du changement climatique, en termes de conflits. Pour l'IWRA, cet enjeu est au cœur de notre projet, puisque nous souhaitons être une communauté, une plateforme partagée entre des chercheurs, des formateurs, des éducateurs, des influenceurs politiques, des gestionnaires. Et donc la question qui est posée nous paraît particulièrement pertinente. Je voudrais y répondre avec 5 priorités, issues d'ailleurs de notre dernier congrès tenu à la fin, au mois de décembre, en Corée. Première priorité qui fait absolument écho à ce qui a déjà été dit ce matin, renforcer le recours aux solutions fondées sur la nature. Ça nous paraît être une priorité, à la fois pour la gestion des ressources en eau, mais aussi pour la préservation de la biodiversité. Il y a une proximité extrêmement forte entre la sécurité hydrique et la sécurité écologique, et il faut y travailler. Ce qui passe non seulement par l'accélération du recours aux solutions fondées sur la nature, mais aussi par le rapprochement des différentes politiques publiques concernant l'eau d'un côté, la biodiversité de l'autre. Politique publique à rapprocher et probablement communauté scientifique aussi à mettre davantage en interaction. Il faut là vraiment briser les silos, comme on dit. Deuxième priorité, renforcer la gestion intégrée des ressources en eau, que ce soit pour les eaux de surface, les rivières et les lacs, mais aussi, bien entendu, pour les eaux souterraines, donc les aquifères. La gouvernance partagée est un enjeu clé, y compris pour les ressources transfrontalières, bien entendu, et nous affirmons que ce sont des outils efficaces pour la paix et pour le développement durable. Troisième priorité, soutenir l'émergence de solutions pour une agriculture durable et productive. On en a peut-être un petit peu moins parlé jusqu'à présent, mais c'est un enjeu majeur, massif en matière de consommation d'eau, et il faut y travailler au plan scientifique, au plan de la gouvernance, au plan de la mise en cohérence des politiques publiques une fois de plus. Il y a des enjeux d'aménagement du territoire, de santé des sols et d'interdépendance entre territoire, sol, agriculture et gestion de l'eau. Quatrième point, nous sommes au cœur du sujet, comment renforcer la coordination entre la science, l'éducation, la formation, et notamment pour faire en sorte que la prise de conscience des nouvelles générations puisse mobiliser ces nouveaux outils de connaissance au service d'une meilleure gestion de la ressource en eau. Outils de connaissance également à mobiliser dans une logique de sensibilisation du grand public. Je crois que c'est extrêmement important. Il faut que la science soit davantage diffusée auprès de tous les citoyens, consommateurs, utilisateurs d'eau. Ce qui débouche sur le cinquième message que je souhaitais partager avec vous ce matin, la jeunesse. Faire en sorte de mettre davantage la jeunesse au cœur de notre approche. C'est un sujet évidemment essentiel pour les scientifiques, mais qu'il faut sûrement encore renforcer, les jeunes scientifiques à davantage soutenir, mais au-delà des jeunes scientifiques, la communauté des jeunes usagers, des jeunes usagers de l'eau, comment faire en sorte, puisque ce sont eux qui seront en charge de mettre en cohérence les politiques, de développer des programmes d'action, comment faire davantage en sorte qu'ils s'approprient une vision de long terme et qu'ils s'engagent pour mettre en œuvre de nouvelles solutions. Voilà les messages que l'IWRA souhaitait partager dans cette contribution au programme du PHI et à la session de ce matin. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, Eric. Merci énormément.
Bien évidemment, on est suivi online par un large nombre d'experts. We are followed online by a large number. Il y a un grand nombre d'experts qui nous suivent en ligne. Et je vous remercie, Eric, également. Vous en êtes tenu aux 5 minutes attribuées, car effectivement, malheureusement, nous ne pouvons pas intervenir plus longuement que cela. Il faut vraiment aussi faire attention au temps. Alors, Tom, même question. Mais Eric a évoqué l'agriculture, les jeunes, les aspects transfrontaliers. Alors, qu'en est-il de votre expérience à vous sur ces relations qui existent entre la science et les politiques? Merci. Merci au PHI de l'UNESCO pour avoir organisé cette session. Alors, les 3 grands défis aujourd'hui sont comment faire face au changement climatique, comment faire face à l'augmentation de la demande en eau et comment traiter des événements extrêmes. Alors ça n'est pas seulement ce que nous montrent ces graphiques avec ces croissances exponentielles de notre collègue Andras, mais c'est également ce que disent effectivement les dirigeants nationaux de l'eau de par le monde. Et comme cela a été identifié dans un rapport mondial qui a procédé à une enquête auprès des ministres et des directeurs généraux pour l'eau de 88 pays représentant 3/4 de la population mondiale. En effet, lorsque nous considérons la confluence extraordinaire des phénomènes naturels et des circonstances qui débouchent sur des intensités et des fréquences à des niveaux records, des inondations par exemple, est parfois difficile, voire impossible compte tenu des connaissances actuelles et des mesures en place qui permettent aux responsables de planifier, de s'adapter. Si on rajoute à cette équation également les nouveaux défis, en plus de l'adaptation pour le secteur de l'eau, énoncé par les gouvernements qui représentent 90% du PIB du monde entier et qui se sont engagés à parvenir à la neutralité carbone au cours de la prochaine décennie, et si l'on tient compte également des autres crises telles que l'accès à l'eau et l'assainissement, eh bien, il ressort de tout cela clairement qu'il y a encore de grands défis à relever. Alors, je représente une organisation plus technique et j'aimerais dire qu'il n'est pas vrai, tout simplement, que nous disposons de toutes les connaissances techniques pour résoudre ces problèmes et que c'est seulement la volonté politique qui nous fait défaut. La science, la technologie, l'innovation, les données améliorées, eh bien tout cela donnera aux décideurs de meilleurs moyens et de meilleures options pour relever ces défis et cela de façon intersectorielle. Mais il y a encore beaucoup de lacunes dans ces domaines. Par exemple, pour ce qui est des systèmes d'éducation à l'eau, pour les données dans des continents tels que l'Afrique, où les ressources en eau sont sous-utilisées et où l'infrastructure de l'eau, en fait, constitue encore l'un des principaux défis. La Banque africaine de développement, par exemple, estime que moins de 5% des terres cultivées sont irriguées et seulement 10% de l'hydroélectricité, enfin du potentiel d'hydroélectricité est effectivement réalisé. Donc, dans une perspective intersectorielle, par exemple pour l'énergie, le développement de l'hydroélectricité dans certaines régions d'Afrique pourrait apporter l'électricité à des millions de personnes qui vivent aujourd'hui sans électricité. Il y a donc un grand potentiel pour un avenir avec une plus grande sécurité hydrique, mais on ne pourra pas avancer si on n'avance pas sur ces 2 fronts, c'est-à-dire science et connaissance des praticiens, des scientifiques, dans le cadre de solutions pour les décideurs et deuxièmement, faire en sorte que nos priorités stratégiques soient bien claires pour les scientifiques, les ingénieurs et ceux qui mettent en œuvre, c'est-à-dire ceux qui sont les mieux placés pour donner des conseils sur les trajectoires futures. Pour compléter les domaines prioritaires tels que la gouvernance et le financement,
Les interactions fondamentales tiennent au renforcement des capacités, à l'accélération des connaissances sur l'innovation, la technologie et l'infrastructure, avancer sur le plan des données et de l'information, avec des échanges scientifiques et techniques, bien sûr, mais il faut aussi comprendre comment les options de gestion sont améliorées grâce à des progrès et des solutions d'ingénierie et technique. Alors, quelques exemples. Nous espérons produire une publication prochainement sur des lignes directrices, pour la conception de lignes directrices sur les changements climatiques. Ainsi, les pays pourront mieux avoir une perspective qui irait au-delà de l'horizon à court terme des responsables élus et investir de façon avisée dans des mesures qui assureront la sécurité hydrique, et cela pour des décennies à l'avenir. Et je dois souligner que tout cela doit être fait de façon à tenir compte du caractère intersectoriel couvrant différentes disciplines. Et c'est là que nous pouvons apporter une contribution. Nous sommes prêts, nous sommes mobilisés pour faire intervenir un grand nombre d'experts dans les institutions au sein de l'UNESCO et pour la conférence des Nations Unies sur l'eau de 2023, et cela dans 5 domaines clés. Tout d'abord, l'hydraulique pour le développement durable. Deuxièmement, les solutions d'ingénierie mondiale qui fonctionnent en harmonie avec la nature. Troisièmement, les futurs numériques de l'eau. Quatrièmement, l'adaptation et l'atténuation du changement climatique. Et cinquièmement, éducation, innovation et renforcement des capacités. Qui plus est, nous développons des moyens pratiques d'avancer dans ce domaine et nous réjouissons à la perspective de notre congrès mondial à Grenade, en Espagne, en juin cette année. Et nous allons ainsi consolider les voies à suivre, en particulier le renforcement des capacités avec des partenaires tels que le PHI, l'UNESCO et notre pays hôte, l'Espagne, et potentiellement d'autres gouvernements. Cela dans la perspective de la conférence de 2023 des Nations Unies sur l'eau, dont nous nous réjouissons la perspective de coopérer avec les nombreuses parties prenantes pour combler les lacunes entre l'hydrologie, l'hydraulique, comment mieux comprendre les phénomènes naturels et procéder à la mise en œuvre de solutions. Donc, je dois dire que nous sommes en première ligne, notre organisation, pour travailler sur ces questions et n'hésitez pas à vous joindre à nous. Merci beaucoup, Tom. Et merci également de vous en être tenu aux 5 minutes imparties. Donc oui, j'aimerais souligner que nous n'avons pas suffisamment de connaissances, c'est vrai, mais nous n'avons pas suffisamment de connaissances sur le terrain. L'UNESCO, en fait, est l'un des co-chefs de file pour l'indicateur 6 de 5. Nous travaillons avec 153 pays et nous avons maintenant des données en main qui nous disent, oui, effectivement, la grande science est entre nos mains. L'innovation, nous savons peut-être comment faire. Oui, nous avons les outils pour avoir une science meilleure. Mais lorsque nous allons sur le terrain, lorsque nous arrivons dans les petits aquifères au niveau national, là, on n'a pas suffisamment de connaissances, pas suffisamment de connaissances au niveau local pour avoir une incidence sur les politiques au niveau local. Eh bien, je pose la même question à M. Mancy, mais une question particulière, car je sais qu'il connaît bien le PHI 8 et le PHI 9. Donc, quelle pourrait être la contribution de ces programmes en termes d'eau, changement climatique, ODD, et en compte tenu de ces relations, de ces interactions sur lesquelles nous nous penchons? Merci beaucoup Alice. Je tiens à remercier le secrétariat du PHI d'avoir organisé cette conférence importante. C'est la contribution effectivement de Paris, un peu comme la contribution de Genève ou de New York à la conférence des Nations Unies sur l'eau. Et merci de m'avoir invité également.
Je vois qu'ici, je représente un État membre, de même que l'ambassadeur des Pays-Bas. Donc, nous souhaitons entendre non seulement les universitaires, la communauté scientifique, mais également les gouvernements pour savoir comment l'UNESCO peut apporter une contribution à cette conférence des Nations Unies. Et d'emblée, j'aimerais partager avec vous deux commentaires principaux. En fait, c'est la première conférence en fait des Nations Unies depuis longtemps. Il s'agit maintenant de pénurie d'eau, du changement climatique avec des effets dévastateurs sur la sécurité alimentaire. Donc, les choses ont empiré. On a donc besoin de solutions à fort impact en identifiant les lacunes et en y remédiant, en promouvant des changements et en définissant une trajectoire assortie d'un calendrier. Comme vous le savez, nous ne sommes pas en bonne foi pour réaliser les ODD. Et le PHI lui-même, et nous, en tant qu'État membre, nous appuyons et nous encourageons la participation du PHI, de l'UNESCO, dans la préparation de cette conférence des Nations Unies. Nous avons besoin des connaissances, expertises scientifiques, on a besoin des technologies, du renforcement des capacités du PHI pour ce processus. Comme l'a mentionné Alechi, le PHI 8 a apporté une forte contribution aux discussion mondiale sur la sécurité hydrique. Maintenant, nous avons le PHI 9. J'étais rapporteur du groupe de travail sur le PHI 9 et nous savons que c'est un document stratégique très efficace qui pourrait permettre à l'UNESCO de jouer un rôle beaucoup plus actif dans les discussions internationales. Et il faut se souvenir également que le PHI de l'UNESCO est le seul conseil intergouvernemental lié à l'eau dans le système des Nations Unies. Donc, c'est très important et nous devons en tirer parti. En ce qui concerne l'Égypte, alors, comme vous le savez, à l'Égypte participe activement à la préparation de la conférence des Nations Unies. L'année prochaine, nous participons aux discussions à Genève pour la contribution de Genève à cette conférence. Nous participons également aux discussions à New York avec la Finlande. Nous avons la déclaration sur l'eau qui a été signée par plus de 168 États membres et plus de 11 organisations internationales, et cela en vue d'avoir une réflexion sur la façon dont nous pouvons contribuer aux discussions au niveau de la conférence des Nations Unies l'année prochaine et en définissant des priorités qui pourront galvaniser les actions et ambitions de l'ensemble de la communauté scientifique et des États membres. Par ailleurs, pour la 27e COP que nous allons accueillir, eh bien, de ce fait, nous avons des tâches et responsabilités supplémentaires. Alors, on en a déjà parlé du rapport du GIEC, on sait que la situation est absolument critique. Donc, je vais simplement mentionner un élément d'information, c'est-à-dire que dans ma région, au Moyen-Orient, on pense que nous allons perdre 14% de notre PIB du fait de la pénurie en eau d'ici à 2050. Et ça, c'était vraiment un des éléments surprenants, mais de façon négative à la lecture du rapport. Donc, comme cela a été mentionné par la DG, il y a différents chiffres et il y a une relation étroite entre le changement climatique et l'eau. Nous travaillons maintenant avec l'UNESCO, notre bureau régional au Caire, avec le secrétariat du PHI, afin de développer une note conceptuelle pour que l'UNESCO puisse participer très activement à la COP27. Nous souhaitons avoir une forte participation de la part de l'UNESCO. Et du point de vue d'un État membre, qu'est-ce que nous attendons de cette conférence? Eh bien, nous attendons une feuille de route et un calendrier pour une approche à l'échelle du système des Nations Unies. Je pense que le moment est opportun pour trouver une approche harmonisée, coordonnée de toutes les agences des Nations Unies en ce qui concerne les questions liées à l'eau, avec plus de synergie entre les différents indicateurs et les différentes cibles de l'ODD 6 et de l'ODD 6 avec toutes les autres cibles liées à l'eau du programme à l'horizon 2030. Nous devons améliorer la diplomatie de l'eau. Nous avons ici le Dr Fabien Roumer, un parrain de cette diplomatie de l'eau. Et nous avons besoin d'un dialogue politique. Nous devons renforcer également les interactions, les liens entre l'eau, le changement climatique, la biodiversité, les droits de l'homme, les moyens d'existence, l'environnement. Tout cela est très important pour nous et nous sommes vraiment à un tournant critique. Merci beaucoup et je crois que le moment est venu pour nous tous d'agir. Merci. Merci, Monsieur Morsi.
c'est vrai que la vie du PHI eh bien, dépend des États membres, des pays. Donc, entendre ainsi la vision qu'ont les pays pour nous, eh bien, c'est essentiel. Alors, j'aimerais maintenant me tourner vers Madame Bahari. En fait, il y a une autre question également à lui poser. Comment est-ce que les contributions scientifiques peuvent avoir plus d'incidence sur les approches des décideurs et comment aussi pouvons-nous élargir la base de connaissances et soutenir la prise de décision sur l'accélération des cibles des ODD en mettant en évidence les opportunités et les défis. Bonjour, merci Alice pour cette invitation à prendre part à cette réunion importante. Je pense qu'en effet, l'année prochaine, nous allons avoir une conférence sur l'eau précédente ayant eu lieu en 1977. Donc, il y a beaucoup à faire. Alors, tout d'abord, j'aimerais évoquer les conclusions d'une évaluation préliminaire sur la sécurité hydrique en Afrique. Et c'était une évaluation préliminaire de la sécurité hydrique dans 54 pays d'Afrique. Et ce matin, nous avons évoqué les données, la disponibilité des données. Mais cette étude, cette évaluation, avec 10 composantes interdépendantes de la sécurité hydrique, eau potable, assainissement, qualité de l'eau, infrastructure, gouvernance, etc. Et cette évaluation a montré que les données liées à l'eau sur pratiquement toutes les questions liées à l'eau en Afrique, eh bien, ces données sont très médiocres. Et du fait qu'il y a peu de disponibilité de données, il est difficile de progresser. Par exemple, quel est le pourcentage de la population africaine qui aura accès à des services d'eau gérés de façon sûre d'ici à 2030? Eh bien, c'est une grande inconnue, alors qu'il faut atteindre l'objectif de 100% en 2030. Alors, cela illustre le manque de données. Et c'est lorsqu'on parle de données, alors oui, on imagine que ces données sont disponibles, on parle de modélisation, mais non, on n'a pas les données. Et donc, on pourrait considérer aussi que ça doit être un indicateur pour les évaluations futures de la sécurité hydrique. Et donc, il y a eu peu de progrès en termes de sécurité hydrique en Afrique au cours des 3 ou 4 dernières années. Donc, les chiffres qu'on a, 2,2 milliards, etc., ces chiffres ne sont pas exacts, précis. En fait, on ne sait pas de quel est le vrai chiffre. Donc, tout ça est important. Et par ailleurs, toutes les dépenses de R&D sont faibles dans plusieurs des pays. Et lorsque l'on parle de l'importance de la science, puisqu'ici, on parle de connaissances scientifiques, de l'innovation et comment tout cela peut permettre de réaliser les ODD, et pas seulement en termes de développement pour tous. En fait, il s'agit d'une vraie question et nous n'y sommes pas. Et les scientifiques, les décideurs dans le secteur de l'eau, eh bien, ils ne se parlent pas les uns aux autres. Et ce qui était intéressant, on a dit qu'il fallait renforcer l'interface sciences politiques et on a vu avec la COVID comme cela a pu être efficace. Et c'est très intéressant. On a vu comment le GIEC fait un excellent travail à cet égard, mais pour l'eau, ça n'est pas le cas. Increase the knowledge sharing and exchange. We need to break the silos, but in fact, we are not doing well in the field of water. And this is a question why? Why? I mean, you know, in other fields they have been doing, we know that we need to do. And the question that the water people are talking to each other. Here we are, water people. And where are the people who are outside of the water field? How to make water everybody's business? How to make, as you know now, everybody is talking about climate change. Everybody is talking about health because of the COVID, because it was a question of life or death. And water is not perceived as a question of life or death, when it is. And then how many people are being killed by diarrhea, how many people are being killed by floods and droughts. So the thing that is not something that embedded in people. And I think that this is what we need to work on.
how to anchor Ce science. sur quoi nous devons travailler, comment faire en sorte que la science devienne un partenaire et dans le processus des ODD, comment faire en sorte que cela soit l'affaire de tous. Et cela veut dire que certaines de ces comités qui sont sans voix doivent être intégrées dans la communauté. Il y a très peu de femmes, alors que les femmes sont largement responsables de l'eau. Les jeunes ne sont pas présents non plus. C'est vraiment une question. Lorsqu'on parle de la science des citoyens, il faut élargir la communauté de façon à avoir une science plus participative, plus inclusive. C'est là quelque chose où nous devons travailler, comment évaluer l'eau, en faire en sorte que cela soit l'affaire de tous. On a parlé beaucoup des solutions reposant sur la nature, mais il manque aussi l'élément de l'investissement. Comment coproduire, co-créer, co-concevoir, coproduire les connaissances. Je crois que il faut élargir, il faut créer des plateformes pour les décideurs, les scientifiques, mais la communauté au sens large. Ce qui a été dit au départ sur l'agriculture. L'agriculture, c'est 77-80% de l'utilisation des ressources hydriques. Donc, comment travailler dans les territoires? Comment décloisonner? Comment apporter une cohérence en matière de politique? Quand nous parlons de la centralité, nous sommes les seuls qui mettent l'eau au cœur du dispositif. Si vous posez des questions aux gens sur les ODD, regardez les liens. Hier, je regardais certains des chiffres qui montrent les liens. L'eau n'est pas au centre du dispositif et on ne voit pas le lien avec les autres ODD. Nous sommes les seuls à promouvoir et il faut arriver à changer cela. C'est un élément manquant. Une étude qui montre la centralité de l'eau, comment cela impacte sur le développement, l'économie. Cela n'est pas fait en ce moment. Le GIEC a tout juste commencé à parler de l'eau et nous en sommes très heureux. Ça ne devrait pas être comme ça. Lorsque je travaillais dans la structure africaine pour lever des fonds, les fonds allaient vers le climat. Mais je disais l'adaptation climatique, ça concerne l'eau. Le climat, c'est l'eau. Mais les gens n'étaient pas convaincus. Donc, le message ne passe pas. Donc, si nous ne faisons pas en sorte que cela se passe, nous n'allons pas parvenir à mener du changement. Lorsque nous parlons de l'éducation, il faut que nous ayons une nouvelle génération de professionnels de l'eau et cela doit aller au-delà de l'eau. Donc, j'espère que la conférence de l'année prochaine ira au-delà de l'eau. Elle ne doit pas se limiter à l'eau, elle doit aller au-delà de l'eau. Et comment avoir la centralité de l'eau en tant que catalyseur pour le développement durable, l'eau qui relie toutes les ODD et comment pouvons-nous faire en sorte que cela se fasse. Merci beaucoup, Akissa. Et vous parlez de l'agriculture. Oui, l'agriculture, c'est les eaux souterraines. Et c'est là où nous avons le moins d'informations, de données. Et nous espérons que lors de la COP27, en parlant du réchauffement, il y aura plus d'éléments sur l'eau que dans les années précédentes. Alors, comment la science peut influencer alors, une question déterminante dans ces études, la qualité de l'eau. La qualité des eaux souterraines, c'est une question, un sujet brûlant et nous avons M. Jean-Michel Martinez que j'ai présenté au début. Il est en ligne et M. Abdelrahman Issa Imet. M. Martinez, tout d'abord et très rapidement, que pouvons-nous faire pour que les décideurs soient plus attentifs à la qualité de l'eau et que peut faire l'UNESCO? Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, nous vous entendons et nous vous voyons. Merci de m'inviter à cette réunion. Tout d'abord, je suis tout à fait d'accord sur l'importance de renforcer les connaissances, d'élargir la communauté des utilisateurs de ces données à des fins de politique et l'inclusion de la jeunesse.
Comme vous l'avez dit, beaucoup de choses ont été dites sur la quantité ce matin, sur la sécheresse, les inondations. Bien entendu, il s'agit d'une question déterminante. Cela ne suffit pas. Nous avons parlé du stockage de l'eau, la question des eaux souterraines. Nous savons que nous pouvons stocker de grandes quantités d'eau, mais si cette eau est d'une qualité insuffisante, vous aurez de fortes restrictions quant à son utilisation à des fins d'eau potable ou pour des écosystèmes. Donc, la question de la qualité de l'eau devient de plus en plus importante. Elle intègre les questions de l'énergie, de l'agriculture, du réchauffement climatique. Et donc, il s'agit d'une question très importante. Et je pense que l'un des principaux défauts en matière de qualité de l'eau, et sur lesquels il y a peu de données, il s'agit de la qualité de l'eau, notamment en Afrique. Je crois que cela vaut pour le reste de la planète. Nous manquons d'informations sur la qualité de l'eau. Et l'une des mesures à faire est que ces informations reposant sur des données scientifiques soient diffusées auprès du grand public et que cela englobe les décideurs, les étudiants, la population au sens large. Et je crois que l'innovation pour ce type d'activité, nous travaillons avec l'UNESCO sur les données de satellites pour le suivi de la qualité de l'eau dans différents bassins en Afrique notamment, et pour que ces informations soient rendues disponibles à tous. Je crois que c'est un point fort. Il s'agit d'apporter des informations sur la qualité de l'eau et des informations accessibles à tous. Et pour cela, nous développons l'utilisation des données satellitaires qui sont converties d'images en cartes de la qualité de l'eau avec des paramètres importants, le contenu organique, etc. Et nous sommes en train de développer un portail global de qualité de l'eau avec l'UNESCO et nous élargissons donc cela à partir de l'Afrique vers l'Amérique latine. Et je crois que cette information, apporter ces informations au public et aux décideurs est absolument essentiel car nous possédons des éléments, mais nous n'avons pas de cadre politique robuste pour l'avenir. Et comment cela fonctionne-t-il, ce portail? Nous prenons des images satellitaires et en utilisant toutes les connaissances scientifiques produites ces dernières années, la manière dont ces éléments peuvent être convertis en informations au sujet de la qualité de l'eau, nous traitons toutes ces informations. Nous travaillons avec le CNES, une agence française, pour produire un portail en ligne où chacun a accès aux données. Et nous espérons que ces éléments seront accessibles à tous, des associations, que ce soit les associations, les gouvernements, et d'avoir une évaluation de meilleure qualité de l'eau et aussi pour la gestion des utilisations multiples de l'eau. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Abdelrahman Issamet. Vous travaillez avec l'UNESCO sur le portail de la qualité de l'eau et naturellement, vous êtes un expert sur les données, votre expérience dans la commission. Souhaitez-vous dire quelque chose? Avez-vous des remarques sur cela et sur les actions qui sont les nôtres? Donc, je dirais que les contributions scientifiques ne peuvent être mieux utilisées par les décideurs politiques que si les résultats de la science sont traduits en outils de vulgarisation afin qu'ils soient plus lisibles et plus compris par le politique, de la nécessité de la recherche. Ainsi, la base des connaissances sera élargie et soutiendra
donc la prise de décision sur l'accélération de la mise en œuvre des ODD. Je voudrais partager avec vous combien ces contributions scientifiques peuvent contribuer à la vulgarisation. Avec l'UNESCO, on a développé, comme le venait de dire Martinez, on a développé le portail sur le suivi de la qualité de l'eau. Le bassin du lac Tchad, c'est un grand bassin d'environ 2 500 000 km², avec des cours d'eau qui sont très longs. Et étant entendu qu'on ne peut pas suivre en temps réel les activités agricoles, industrielles, toutes les activités qui peuvent polluer la ressource en eau. Et lors d'un atelier à Accra, l'UNESCO avait présenté le portail qu'il a développé pour le fleuve, pour le Nil et le Zambèze. Et j'étais émerveillé. Donc, la CBLT avait demandé de dupliquer ce modèle-là pour le grand bassin du lac Tchad. Et que cet outil, aujourd'hui, ça nous sert d'un outil d'aide à la décision parce que nous, on peut contrôler depuis notre bureau les différents cours d'eau en fonction des différentes grandes industries qui sont sur les cours d'eau, et on peut les contrôler en aval comme en amont, comme c'est des cours d'eau transfrontaliers, pour éviter qu'il y ait des problèmes de pollution, que ce soit fait par une industrie, que ce soit au Niger ou bien au Nigeria, sur la Koumadougou-Yobe. Au Cameroun, entre le Tchad et le Cameroun, il y a le Logon. Donc on a positionné les différentes industries et on essaie de chaque jour de checker est-ce que la qualité de l'eau est au rendez-vous. Et on suit ça grâce à ce portail qu'on a développé avec l'UNESCO, le CNES et l'IRD. Donc on estime que si seulement les contributions scientifiques peuvent être traduites en des outils comme ça de vulgarisation, ça peut vraiment aider aux décideurs de comprendre combien la science contribue au développement et à la protection de la ressource en eau. Et je pense que ce genre de portail doit être utilisé pratiquement dans tous les bassins qui sont des bassins transfrontaliers pour éviter qu'il y ait des soucis dans la gestion de la qualité des eaux, pour éviter aussi qu'il y ait des soucis entre les États sur une question de qui a pollué quoi à quel moment. Et donc, voilà un peu, j'exhorte que vraiment l'UNESCO, l'expérience de l'UNESCO soit dupliquée dans les autres bassins du monde pour que vraiment leur charte de l'eau soit mise en œuvre afin d'éviter tout problème et que la science participe vraiment au développement. Merci. Merci beaucoup. Ça rejoint beaucoup celle qu'il disait, Madame Barry. Justement, il faut vulgariser, il faut faire comprendre, pas seulement aux experts de l'eau, l'importance de ce type d'outils, cet accès aux données, cet accès à l'eau en tant qu'élément essentiel pour notre économie et notre survie. La deuxième partie de ce panel a le plaisir d'avoir avec nous l'ambassadeur Wesseling, ambassadeur de Hollande à l'UNESCO. The second part of this panel, I have the pleasure to have with us. Deuxième partie, j'ai le plaisir d'avoir parmi nous son Excellence Monsieur Wesseling, représentant permanent des Pays-Bas, Madame Janine Mouzo d'Allemagne, une grande amie de l'UNESCO, Monsieur Ochai Amva. Et je dirais que dans votre CV, si je prends un élément, la création du programme UNESCO d'évaluation de l'eau, le rapport sur le développement de l'eau. Donc, vous connaissez bien l'organisation et naturellement, Andras. Alors, la question à chacun d'entre vous est la suivante. Quel peut être le principal message de la science, la contribution de la science de l'UNESCO PHI à la conférence onusienne de 2023? Et vous, mesdames et messieurs, Shamila a largement soutenu cette préparation. Vous savez, vous connaissez bien le programme du PHI et selon vos connaissances, quelle peut être la contribution de l'organisation et de la PHI
à la conférence et notamment à son suivi. Donc, je voudrais tout d'abord donner la parole à Mme Moutsao. Si elle est avec nous en ligne, je voudrais lui donner la parole. Oui, bonjour, ravi de vous voir. Je suis très contente de vous voir et merci beaucoup, Alicia, de me donner la parole. Tout d'abord, je voudrais insister sur le fait que la conférence de 2023 de l'ONU et son processus de préparation sont déterminantes pour mobiliser les acteurs et créer une dynamique politique pour accélérer les efforts en vue de l'atteinte de l'ODD 6. Par ces dialogues qui sont une contribution officielle à la conférence de 2023 de l'ONU, l'Allemagne a eu la possibilité de travailler avec le PHI et d'organiser un dialogue sur la recherche scientifique ainsi que des dialogues régionaux, notamment dans les Caraïbes et en Amérique latine. Les résultats de ces événements conjoints étaient déterminants pour la formulation des principaux messages et notamment s'agissant de la conférence onusienne de 2023 qui bénéficie du soutien officiel d'ores et déjà de 63 États membres. Alors, pour les principaux messages de l'UNESCO qu'il s'agit de transmettre à la conférence de l'ONU de 2023, il y a différents éléments essentiels qui me viennent à l'esprit. Premièrement, je voudrais féliciter le secrétariat du PHI et le Conseil pour la préparation du PHI 9. C'était vraiment un très grand plaisir de voir des décideurs et des scientifiques collaborer pour définir les champs d'action du PHI pour les 8 années à venir. Le PHI 9 est un processus transdisciplinaire renforçant la connaissance sur l'eau d'un point de vue transsectoriel. Il s'agit de lier l'eau à d'autres domaines de développement pertinents que nous avons cités, l'agriculture, le climat, la biodiversité, l'énergie, etc. En même temps, PHI 9 est tout à fait inclusif. Il encourage les citoyens à apporter des projets conventionnels à la génération de connaissances. Le message de l'UNESCO doit transmettre à la conférence 2023 devrait, selon moi, traduire cette approche multi-acteurs, multi-parties prenantes. Deuxièmement, la gestion intégrée des ressources en eau est un concept existant depuis plusieurs décennies, comme vous l'avez entendu des principaux orateurs au début de cet événement parallèle. Et il est toutefois très difficile pour les spécialistes de passer à la mise en œuvre pratique à travers les secteurs et à travers les frontières. Donc, je pense que la conférence 2023 de l'ONU sur l'eau peut contribuer à promouvoir une gestion intégrée des ressources en eau et que cela reconnaît l'importance des systèmes d'écoservices et le rôle clé de la gestion durable des ressources en eau pour l'adaptation et la mitigation de l'impact du réchauffement. Troisièmement, le PHI joue un rôle important pour promouvoir la génération de données sur les eaux souterraines, comme nous l'avons déjà entendu aujourd'hui. Comme cela a été mis en exergue par le rapport Water Development 2022, la gestion durable des eaux souterraines est clé pour protéger et restaurer tous les écosystèmes terrestres pour répondre aux besoins en eau des générations actuelles et futures et pour renforcer la résilience climatique, notamment de les zones en tension sous l'eau. J'encourage donc l'UNESCO à envoyer des messages clés à la conférence sur l'eau qui soulignent la nécessité de mieux comprendre et mieux gérer les eaux souterraines, qui est une ressource extrêmement précieuse. Ensuite, nous avons donc une expérience longue de promouvoir les ressources en eau. Il faut donc combler les carences des connaissances. Et j'espère que les messages fournis permettront d'expliquer comment les données ou les connaissances que nous avons peuvent être appliquées correctement dans les domaines requis et de créer aussi un environnement propice à l'application de ces connaissances. De plus, j'encourage l'UNESCO à transmettre des messages sur la promotion d'approches agiles pour les gestions à venir, surtout dans les pays en développement, et trouver des réponses
qui favorisent la décision sur la gestion des ressources en eau et qui prennent en compte les futurs scénarios du changement climatique. Enfin, j'aimerais souligner le rôle pionnier de l'UNESCO et de UNDSA dans l'établissement de l'initiative de renforcement des capacités pour l'ODD 6. C'est vraiment une étape importante pour le cadre d'accélération vis-à-vis de la réalisation de cette ODD. Nous espérons qu'il y aura d'autres initiatives semblables par la famille de l'eau de l'ONU en se basant sur le travail du PHI et sur les initiatives de développement des capacités. J'espère que l'UNESCO transmettra aussi des messages sur le renforcement des capacités qui répondent aux besoins et aux défis particuliers de la mise en œuvre transsectorielle de l'ODD 6 et des cibles connexes, notamment de programmes à l'horizon 2030. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Buzao. En effet, les initiatives de renforcement des capacités donnent à l'UNESCO de contribuer utilement à la société d'aujourd'hui, au développement, et surtout au développement durable. Et pourquoi? Parce que nous coordonnons 35 agences de l'ONU qui travaillent avec nous, donc nous ne sommes pas seuls. Et donc de vous écouter, c'était vraiment un plaisir parce que nous voyons que les pays sont vraiment prêts à nous soutenir, comme aussi c'est le cas de l'Espagne. Maintenant, je vais poser une question à son Excellence l'ambassadeur Wessling. Sur la contribution de l'UNESCO. Et bien sûr, j'aimerais remercier les Pays-Bas et surtout le rôle du Pays-Bas pour être chef de file de l'organisation de cette conférence. C'était vraiment un rôle crucial. Donc, merci beaucoup et je vous passe la parole. Merci beaucoup, Alice. C'est un grand plaisir de participer à une conférence si bien organisée. Et j'y participe non pas en tant qu'expert, mais simplement en tant que Néerlandais qui a vécu presque toute sa vie à la frontière entre l'eau et la terre. Et pour moi, vivre avec l'eau, c'est vraiment une deuxième nature pour la plupart des Néerlandais. Et donc, j'aimerais parler de l'éducation à l'eau. Moi, je me rappelle quand j'étais en école primaire, l'un des cours les plus importants, c'était d'apprendre en fait à nager. Et je me rappelle l'année précédente, en 1983, était l'année de la catastrophe de l'eau aux Pays-Bas. Et là, notre pays s'est dit « cela ne se reproduira plus jamais ». Et donc, à partir de cette année, nous avons développé les travaux du delta, comme nous les appelons, car comme vous le savez, mon pays, à cause du changement climatique, devrait connaître des catastrophes pourtant semblables que nous avons connues en 1983. En tout cas, j'aimerais aussi d'abord m'excuser pour M. Uncoven qui n'est pas présent, qui travaille aussi dur à la conférence de l'année prochaine, à laquelle la conférence d'aujourd'hui, de cette semaine, contribuera fortement. Donc, les messages du programme PHI 9 en ce qui concerne la science pour un monde sûr en eau dans un environnement changeant, signifie que les scientifiques doivent partager leurs capacités pour s'assurer que partout dans le monde, les personnes ont accès à une bonne quantité d'eau, de bonne qualité. Et ce qui est important ici, c'est de réaliser l'ODD 6, pour résumer. Et là, je vais revenir sur ce que M. Takanoki a dit. Il faut renforcer l'éducation à l'eau pour un présent et un avenir durable, et je suis tout à fait d'accord avec cela. Nous pouvons uniquement atteindre un tel avenir si nous éduquons nos jeunes dès le plus jeune âge. Et d'ailleurs, ils comptent parmi les 2 groupes prioritaires de l'UNESCO. Il faut travailler avec les réseaux représentants des jeunes et des écoles de manière à garantir la participation des jeunes, non seulement au PHI, mais au-delà.
Et je pense ici à un programme qui s'appelle Les jeunes en tant que chercheurs, qui est l'un des exemples que l'UNESCO peut stimuler. Deuxièmement, il y a les connaissances sont aussi détenues par les musées de l'eau. Je rappelle que le directeur du musée de Delft avait dit que nous devons utiliser nos musées de l'eau mieux pour mobiliser les connaissances uniques qu'ils détiennent pour la sensibilisation et le développement des compétences et des connaissances. Et aujourd'hui, nous travaillons une collaboration avec le secrétariat italien à cet égard. Ensuite, j'aimerais revenir sur ce qu'a dit le professeur Andrea Solosinagi, qu'il a dit que le temps de l'accès facile à l'eau est terminé. Oui, nous le savons. Nous savons qu'il y a des défis à venir sur l'assainissement, la gestion intégrée en eau, l'accès aux eaux souterraines, etc. Mais si l'on approche tout cela de manière plus intégrée et plus complète, il faut que nous gérons l'eau mieux et cela, nous pourrons le faire uniquement par une plus étroite collaboration qui est vraiment le message clé donné par les États membres de l'UNESCO lors de la dernière conférence générale, c'est-à-dire décloisonner les choses, travailler ensemble. Mais comment s'y prendre? Eh bien, l'une des réponses, c'est la science ouverte. Nous devons ouvrir la science pour que les personnes de tout horizon puissent y contribuer et en bénéficier. Et d'ailleurs, la dernière conférence générale a adopté la première recommandation sur la science ouverte, qui fait partie aujourd'hui de la feuille de route de PHI 9, pour s'assurer que tout le monde participe à cette science ouverte. Merci beaucoup. Oui, merci. L'une des initiatives les plus brillantes est le musée de l'eau, car grâce à la culture, nous pouvons aussi décloisonner les choses, en tout cas je l'espère. Enfin, la même question à Andras. Donc, vous avez une bonne connaissance de l'organisation, ou peut-être à Allside, pardon. Avec votre connaissance de l'organisation, comment est-ce que le PHI peut contribuer au suivi de la conférence? Le PHI est ici pour servir les États membres et donc, quelle contribution nous pouvons apporter à l'avenir à cette conférence sur l'eau de l'année prochaine? Merci, Alicia. Bonjour à tous et à toutes, où que vous vous trouviez aujourd'hui dans le monde, soit en personne ou en ligne. C'est un plaisir d'être de retour, en tout cas à l'UNESCO, qui était ma première maison au sein du système de l'ONU. J'ai manqué l'occasion de participer à la dernière conférence de l'ONU sur l'eau, mais j'espère pouvoir participer à celle de 2023. Donc, pour répondre à votre question, moi, j'ai fait un peu d'ingénierie inversée. Et donc, je vais vous donner ce que j'aimerais voir dans le document de résultats de la conférence et j'aimerais que cela soit influencé par l'UNESCO. Et donc, j'ai choisi 6 mots du vocabulaire standard de l'ONU. Donc, nous, les chefs d'État, les gouvernements, les personnes du secteur privé, les investisseurs, les leaders et autres, 1. Nous devons reconnaître que le cycle hydrologique est indivisible et que toutes ses parties sont liées les unes aux autres, et reconnaître également que notre politique et nos actions dans les secteurs comme la santé, l'énergie, l'alimentation, les infrastructures et autres ont un impact sur la disponibilité et la qualité des ressources en eau, directement et indirectement. 2. Nous affirmons qu'en tant que communauté mondiale, nous avons établi des objectifs et des cibles pour les secteurs subventionnés en faveur d'un développement durable, pour limiter la dégradation de la nature et de la biodiversité. Les gouvernements, les entreprises, les communautés se sont alignés sur ces objectifs et nous réaffirmons notre volonté de les réaliser. 3.
Donc c'est là où je transforme un peu le langage de l'ONU. Nous avons réintégré l'eau dans nos systèmes, en divisant en fait, en cloisonnant la question de l'eau dans nos différents ministères, nous n'avons pas géré comme il le fallait, que cela a créé des distorsions. Et il y a aussi des distorsions dans le cycle hydrologique qui l'ont amené jusqu'au bord du groupe. Et nous confessons également, et cela nous gêne, que alors qu'il y avait de nombreuses preuves qui prouvaient le contraire, nous n'avons pas répondu suffisamment à la question de l'eau liée à l'alimentation, à la réduction des risques au changement climatique, à l'océan, etc. Et nous confessons aussi que nous avons même négligé la nature interconnectée de l'eau dans tous ces programmes et ces domaines qui auraient pu révéler des synergies, économiser des ressources, réduire de la paperasserie et faciliter la coopération. 4. Nous appelons les personnes qui peuvent influencer ou mettre en œuvre les politiques publiques, ceux qui participent au commerce international et qui prennent les décisions d'investissement ou qui réglementent de tels investissements, et toutes les personnes aussi qui les mettent en œuvre. Nous leur demandons donc de réévaluer leurs pratiques pour que la gestion de l'eau soit intégrée à tout leur processus. Nous demandons aussi au gouvernement de créer des environnements propices et des règles aussi propices à une coopération intersectorale qui fonctionne bien et qui reflète la question de l'eau et qui appelle à la communauté scientifique de nous informer de manière plus convaincante par des recherches interdisciplinaires qui prennent en compte les différents liens entre les secteurs et entre les domaines politiques et qui préservent aussi l'intégrité des cycles hydrologiques. 5. Nous nous engageons et nous promettons à garantir que nos politiques sont éclairées par la science, que nos décisions se basent sur des preuves concrètes et que les outils que nous utilisons sont fournis ou validés par la science de manière à soutenir la science et la technologie pour donner lieu aux changements, aux innovations dont nous avons besoin pour accélérer la réalisation de nos objectifs, mais aussi pour soutenir le secteur de l'éducation à tous les niveaux, pour atteindre les capacités nécessaires et pour aussi impulser le changement de comportement dont nous avons tant besoin, notamment au niveau des producteurs et des consommateurs de l'eau physique et virtuelle. Et enfin, 6, nous nous engageons à préparer des feuilles de route pour atteindre ces objectifs et pour suivre nos progrès, en faire des rapports. Et nous engageons aussi de ne pas attendre encore 45 ans de plus pour la prochaine conférence sur l'eau de l'ONU. Merci beaucoup. J'aimerais maintenant demander à tous les panélistes de nous envoyer leurs interventions. Nous prenons des notes, mais ce serait vraiment bien d'avoir vos interventions écrites pour notre rapport. Andras, vous aurez donc le dernier mot. Je me rappelle quand nous travaillions ensemble, je vous avais dit que je travaillais donc au sein de l'équipe italienne, j'avais seulement 17 ans, et qu'il n'y avait aucun autre jeune là-bas. Mais maintenant, 45 ans plus tard, vraiment les attentes sont beaucoup plus grandes. Donc je vous laisse le dernier mot. Merci. Oui, c'est vraiment immense, car on ne peut pas encore attendre 45 ans. En tout cas, le principal résultat de la première conférence est toujours avec nous aujourd'hui, c'était de recommander aux États de développer la gestion intégrée des ressources en eau en tant que principe, et c'est toujours une question importante aujourd'hui. L'une des questions que vous avez posées, quels seraient les messages scientifiques principaux? Eh bien, c'est très simple. Aucune science, aucune technologie, aucune solution. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais ça, c'est la partie sur les sciences naturelles. En tout cas, c'est vraiment important de souligner, et cela doit vraiment venir de l'UNESCO, nous devons souligner l'importance des sciences sociales. Parce que parfois, mes collègues considèrent que je suis un traître
car je dis que 90% des programmes de sciences naturelles sont aujourd'hui résolus et qu'il reste encore 10% qu'il faut peaufiner et mieux aussi appliquer les résultats et les conclusions tirées à ce jour. Mais en ce qui concerne les sciences sociales, 70% des problèmes n'ont pas encore été résolus. Et ça, c'est un problème pour mobiliser la puissance locale, des populations locales. Et je crois, comme vous l'avez dit aussi, l'impact du changement climatique, on dit que 80% de cet impact se manifeste par l'eau, et pourtant, nous n'avons pas transmis ce message suffisamment fortement. Et donc, j'aimerais mentionner qu'il y a une ONG qui s'appelle Future Earth, et au sein de ce programme, il y a un projet sur la gestion durable de l'eau douce, et ils ont en fait une approche commune sur laquelle travaillent environ 3000 chercheurs. C'est un programme qui n'est pas gouvernemental, qui travaille par un réseau d'universités, de chercheurs universitaires, et nous essayons d'avoir un atelier tactique qui ira au-delà des recommandations politiques dont nous parlons aujourd'hui. Nous aimerions l'organiser en novembre, qui pourra aussi éclairer la conférence de l'ONU sur l'eau. Et il y a peut-être une chose qu'on pourrait considérer, ou ce que je recommanderais de faire, c'est de renforcer le réseau du Comité international du PHI, renforcer notre position nationalement, car sinon, nous ne pourrons pas refermer le déficit entre sciences et politique, l'écart entre sciences et politique. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous parvenons à la fin de ce premier panel de discussion. Je vous remercie tous et toutes. Vos contributions sont très importantes pour nous. Les messages, les mots-clés, les indications et recommandations fournies. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer tout cela et nous vous remercions une fois encore pour vos contributions. Merci beaucoup.